rappel. Alors, Martine Souquet. Présent. Francis Ruffel. Présent. Dominique Boyer. Monique Guille, qui est partie quelques jours et qui a un pouvoir à Francis Ruffel. Pierre Tranier. Dominique Hérissou. Christophe Cosset qui arrive. Vient de le dire qui est en retard. Alain Soriano. Chantal Tichit qui n'est pas là ce soir. Qui est en vacances. Allez, un pouvoir à moi. Pierre Courgeradé qui est absent. Stéphanie Nélaton, pouvoir. Françoise Bonnet. Christelle Hardy qui n'est pas là non plus, qui donne à Christophe Cosset qui va arriver. Bernard Barthes qui est en retard. Martine Violette. Magali Kemalé qui a un pouvoir à Martine Souquet. Éric Piludu, il est là. Françoise Bonnet. Thierry Baudy. Christelle Biro. David Amalric. Aurélie Treilloux. Lassène Bazis. Marie-Claire de Guillem qui va arriver. Ah non, qui n'est pas là ce soir. Voilà, qui donne le pouvoir à Christelle Biro. Christian Perrault, il est là. Michel Rieux. Alain Hortus. Alors, Alain Hortus a un petit contretemps de dernière minute. Normalement, il doit venir, hein, mais on l'attend. D'accord. Marie-Françoise Bonello. Jean Bataillou. Chantal Cosse. Marie-Christine Boutonnet, qui n'est pas là, qui donne pas de pouvoir, mais qui s'est excusé, qui ne pouvait pas être présent. Thomas Demenec, qui est là, et Philippe Pileux, qui n'est pas là non plus. Qui s'est excusé. Christophe est là. Voilà. Donc nous allons donner tout d'abord le secrétaire de séance, Martine. D'accord. Donc tout d'abord l'adoption du procès verbal du 24 mars. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et donc nous allons démarrer ce conseil municipal. Je vais donner quelques informations. Allez, donc on va démarrer avec... excusez-moi, je retrouve mes petits papiers. Une délibération de principe pour la continuité du PEDT, projet éducatif de territoire. Je vais donner la parole à Martine Souquet. Bonsoir. Donc, comme vous le savez, la réforme des rythmes scolaires visant à adapter l'organisation des horaires de classe s'est traduite par la publication le 26 janvier 2013 du décret 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. Donc la ville de Gaillac a formalisé son engagement en signant une convention cadre en date du 12 janvier 2015 avec l'Académie, l'État, la CAF et l'association Franca Loisirs. Ainsi, la mise en œuvre du PEDT, donc projet éducatif de territoire, a démarré à la rentrée scolaire 2014. Ce dispositif vise, dans l'intérêt de l'enfant, à mobiliser toutes les ressources d'un territoire afin de garantir la continuité éducative dans une démarche d'éducation partagée. Afin d'une part de faciliter la réussite éducative et la lutte contre les inégalités, proposer dans une recherche de cohérence une nouvelle offre périscolaire, voire extrascolaire, et ou adapter l'offre existante. Rendre accessibles les activités éducatives à tous les enfants d'un territoire, organiser des temps éducatifs de qualité en transformant notamment les temps de garderie périscolaire en accueil éducatif déclaré, en mutualisant les compétences des acteurs locaux au bénéfice de l'enfant. Cette convention a été signée pour une durée de 2 ans. Elle arrive par conséquent à échéance et il convient d'autoriser Monsieur le maire à signer son renouvellement avec les mêmes partenaires.
Voilà, donc qui vote contre? Est-ce que vous avez des questions d'abord? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Martine. Schéma départemental de coopération intercommunale, la deuxième consultation pour avis décisionnel du conseil municipal. Dans le cadre de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite la loi NOTRe, et suite à l'examen de la commission départementale de la coopération intercommunale le 29 mars 2016, la SDCI, proposée par monsieur le préfet du Tarn, il est demandé au conseil municipal de délibérer pour approuver le projet de périmètre. En septembre dernier, nous étions d'ores et déjà réunis en conseil municipal pour émettre un avis simple sur le schéma territorial de coopération intercommunale. Lors de ce vote, nous avons défendu notre histoire, l'identité territoriale de Gaillac ainsi que son bassin de vie. Cela a été bénéfique et a permis d'engager des discussions à l'époque où les échanges étaient compliqués au sein de Tarn et d'Adoux. Depuis, nous avons réfléchi ensemble à un nouveau projet de territoire et c'est avec Gaillac qu'est né le consensus entre une grande intercommunalité avec des territoires à fusionner et le respect des spécificités des trois bassins de vie qui la composent, le Gaillacois, le Grosilletois et le Rabastinois. En acceptant ce périmètre, le conseil municipal réuni ce jour souhaite également que soient votées les modalités de gouvernance fixées collégialement dans le cadre d'un grand périmètre et dont les principes sont rappelés ci-dessous. Vous savez que nous avons associé avec cet accord monté une charte de territoire qui a été proposée et qui a rendu les choses beaucoup plus faciles puisque ça a été à la demande d'ailleurs de plusieurs communes l'objectif de pouvoir se réunir dans un projet commun. Donc, principe 1, je vais en rappeler les principes. Il est créé un EPCI à échelle du PETR qui s'appuie sur une vision politique partagée, traduite dans un projet de territoire au profit de la population, des communes, du territoire et des acteurs économiques, avec comme moyen d'action l'accroissement de la solidarité territoriale et un tronc commun de compétences. Principe 2, le PCI est composé de 3 pôles territoriaux au fonctionnement différencié qui prennent en compte l'histoire, les 3 villes-centres de Gaillac, Grouillé, Rabastens, les réalités de fonctionnement actuelles et de centralité, grâce à la territorialisation de certaines compétences communautaires. Principe 3, le PCI est composé de pôles territoriaux disposant d'une autonomie dans l'exercice de la gestion des compétences communautaires grâce à la territorialisation des mécanismes de décision. Principe 4, le PCI est composé de pôles territoriaux disposant d'une territorialisation budgétaire ou enveloppe budgétaire correspondant aux besoins identifiés par pôle et en autonomie de gestion. Principe 5, le PCI met en œuvre l'autonomie communale garantie par l'article 72 de la Constitution et par l'application de l'article L5211-40 du CGCT. La commune, cellule démocratique de base, par l'intermédiaire de ses conseillers municipaux, tient une place prépondérante dans le fonctionnement de l'EPCI, conforté par les politiques d'appui juridique et technique aux communes. Dans le cadre de ce projet, le conseil municipal est aussi amené à délibérer sur la dissolution du syndicat intercommunal d'assainissement des bassins du Liézac et Lézère et Vieux-Lac. Cette dissolution intervient par le transfert de la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, aux EPCI au 1er janvier 2018 prévu par la loi NOTRe. Cependant, à ce jour, le syndicat intercommunal d'assainissement des bassins de Lézère et Vieux-Lac est le seul à avoir une compétence travaux et sa dissolution sans prise de relais pourrait engendrer des difficultés dans notre territoire. C'est la raison pour laquelle nous ne souhaitons pas valider cette dissolution. Donc il est donc demandé au Conseil de délibérer déjà sur le périmètre intercommunal proposé par le préfet, avec la charte de gouvernance et de territorialité qui a été établie entre les 3 pôles et envoyée d'ailleurs à la demande des 3 intercommunalités, puisque c'est un socle commun qui a été envoyé et décidé par les 3 présidents des intercommunalités. Et je vous demande également de prendre un arrêté, une délibération sur le maintien du syndicat intercommunal d'assainissement des bassins du Lézère et Vieux-Lac. Là aussi, ça a été vu avec le président de l'association des maires qui défendra le dossier lors de la prochaine SDCI, avec nous bien sûr, mais qui, sur le principe, n'y voit pas d'inconvénient, à condition que la mairie, la municipalité délibère en ce sens, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Bataillou.
Oui, bonjour à tous. Déjà, le premier point, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on délibère sur chacun des principes ou tout au moins en regrouper quelques-uns, c'est-à-dire un sur le périmètre, un sur la gouvernance et un dernier sur le syndicat? Alors non, parce que ça a été, malheureusement, M. Bataillou, parce que ça a été une décision commune, si vous voulez, la note de synthèse qui vous est parvenue, qui vous a été parvenue, a été envoyée de manière commune à toutes les municipalités du grand territoire, si vous voulez. Donc c'est le schéma global, c'est le principe global qui est approuvé par voilà, qui ne peut pas être dissocié, si vous voulez, parce que c'est réunir, quand on parle de la volonté, par exemple, des mairies, de l'intégration des communes un peu plus dans la gouvernance, etc. Enfin, tout ça fait partie des règles du jeu qu'on a longtemps travaillé, puisque ça a pris quelques 3-4 mois pour pouvoir aboutir à cette... moi, à ma connaissance, le préfet nous demande de délibérer sur le périmètre. Ensuite, effectivement, qu'à l'échelle du PETR, on y rajoute la gouvernance, pourquoi pas. Par contre, regrouper avec le syndicat d'assainissement, je trouve ça... Ah non, mais si voilà. Vous voulez... mais bon, après, je commenterai, si vous voulez, les principes. Les aires violaques, on peut le sortir, si vous voulez. On peut faire deux libérations. C'était la thématique. Hein. C'était la thématique. Là, on parle, si vous voulez, du projet de schéma. Pourquoi on amène ces explications? Puisque nous étions à la majorité opposés au grand territoire. Donc aujourd'hui, le fait d'adhérer à ce grand territoire est une façon aussi de dire on adhère parce qu'on a obtenu un socle commun de conditions, si vous voulez. Donc ça a été négocié. D'ailleurs, toutes les villes ont plus ou moins ont adhéré à ce socle commun. Donc c'est pour ça que l'on reprend, parce qu'il y a des villes qui effectivement ne sont pas obligées, nous n'étions pas obligés de passer en conseil municipal le vote, qui ne passe pas, qui ne dit rien consent, et le schéma a été approuvé si on ne le passait pas. Nous, on a tenu à le passer, parce qu'on avait voté contre le schéma, et qu'on est d'accord maintenant, parce qu'aujourd'hui, on est arrivé avec un principe de fonctionnement et d'organisation qui nous paraît intéressant et recevable pour toutes les... Donc, si vous permettez, je vais commenter alors les principes avant la délibération. Donc, effectivement, nous étions plutôt favorables à ce périmètre. Le travail qu'il y a eu au sein de l'intercommunalité a montré que les évolutions au cours des discussions ont permis d'aboutir à un socle commun et de proposer à l'ensemble du territoire des modalités de gouvernance qui peuvent dans le temps évoluer, puisque ce sont des modalités. Dès l'instant où on est dans des principes qui permettent de rester le plus proche des citoyens, qui permettent aussi de territorialiser certaines politiques en fonction aussi des évolutions de ces politiques-là, que ce soit sur les écoles, sur la voirie, etc. Effectivement, on ne peut être que d'accord avec ça. Donc nous, effectivement, sur le périmètre, on était depuis le début favorable à ce périmètre puisqu'il permettra de territorialiser de manière plus fine certaines politiques. Sur la gouvernance, c'est du travail qui a été fait depuis les premières discussions, donc ça va dans le bon sens. Donc nous sommes aussi favorables sur les principes 2, 3 et 4 qui vont dans le sens, même si effectivement c'est le conseil communautaire qui attribuera les enveloppes budgétaires aux différents pôles. Voilà, c'est en quelque sorte des commissions territoriales qui vont territorialiser les politiques. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté pour notre groupe, on est d'accord avec cela. Et donc, mon liminaire était principalement axé sur le principe 5, à savoir sur ce syndicat d'assainissement. Alors, ce qui est un peu, entre guillemets, imprécis à mon sens dans la rédaction, c'est que c'est un syndicat d'assainissement et le transfert de compétences de l'assainissement, c'est le transfert de compétences de l'eau et de l'assainissement, du bloc eau assainissement qui sera transféré à l'échelle de l'intercommunalité et de l'assainissement collectif. Et ce n'est pas en relation avec la GEMAPI.
La GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, ça c'est clair. Mais je n'ai pas le sentiment que ce syndicat d'assainissement, c'est un syndicat d'assainissement collectif, ce n'est pas un syndicat qui est en lien avec la GEMAPI. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, sur les éléments qui nous sont donnés dans la note de synthèse, à ce soir, pour nous, il n'y a pas lieu de dire ni oui ni non, puisque vous nous proposez d'aller à l'encontre de cette dissolution, mais dans la note de synthèse, il n'y a aucun élément qui nous permette d'arbitrer et de dire non, il faut maintenir le syndicat parce qu'ils font tel type de travaux, etc. Alors, on n'est pas opposé sur le principe de ce que vous proposiez, mais nous, on n'a pas d'éléments pour trancher sur ce sujet, donc on s'abstiendra sur ce sujet. Oui. Alors, c'est vrai que bon, là, ça a été à la demande de plusieurs communes, si vous voulez, hein, puisque on l'a vu déjà dans la première commission de la CDCI, surtout dans le Carmozène, notamment, il y a beaucoup de syndicats qui ont été sauvés, entre guillemets, parce qu'il y avait X raisons, des fois des raisons. Enfin, peu importe les raisons, mais donc tous les groupes, si vous voulez, systématiquement, à l'unanimité, chaque fois, un maire ou un président d'intercommunalité qui voulait sauver un syndicat, on l'a suivi. Bon, nous, visiblement, ce n'est pas de ne pas l'arrêter, c'est de dire aujourd'hui, l'arrêter au 1er janvier, ce sera compliqué. L'eau et l'assainissement, je rappelle, ce sont des compétences qui seront transférées en 2020. Donc, c'est se donner du répit. On ne va pas laisser un syndicat pour laisser un syndicat, mais on ne va pas non plus enlever un syndicat qui rende des services jusqu'en 2020, le temps de voilà. Donc c'est pas de le garder pour le garder, c'est de dire attention, nous n'avons pas de structure jusqu'en 2020. Il aide une partie des communes, enfin il participe, voilà. Donc on souhaite nous le garder, comme d'ailleurs les 6 autres communes hein, qui ont voté, les 6 autres petites communes qui ont voté pareil qu'il fallait le garder. C'est pas une question de principe, c'est de dire que nous ne soyons pas embêtés à partir du 1er janvier 2017, le temps que tout se rentre en ordre, si vous voulez. Et puis après, quand il n'y aura plus lieu d'exister. Après, bon, sur le principe, on n'est pas sur. Nous, on ne s'est pas positionné sur la question de principe. On aurait été sur le principe, on aurait dit, c'est la loi qui c'est comme ça et on applique la loi. Nous, on est plutôt dans la réserve parce qu'on n'a pas d'éléments arbitraires. Par contre, si j'ai bonne mémoire, il me semble que c'est Dominique Irissou et M. Tranier qui sont les représentants à ce syndicat, pour Gaillac en tout cas. Donc sur les réunions que vous avez pu avoir avec le syndicat, quel type d'activité il y a eu au cours des 2 dernières années, ça nous éclairerait aussi et quels sont les intérêts de Gaillac si vous voulez à se positionner là-dessus. Hier soir, nous avons eu donc notre première réunion au sujet de l'assainissement pour justement voir au niveau de l'Interco. Donc c'était une première réunion d'échange. Il en est ressorti qu'en fait le plus important était de faire un diagnostic commune par commune. Et la prochaine fois que nous nous voyons, nous allons poser chacun voilà, ce qui se passe sur notre commune avec des chiffres. Et partant de là, après on verra comment l'on fait. Voilà ce qu'on a fait hier soir. Voilà. Non, c'était une réunion pour justement mutualiser l'eau au niveau de la nouvelle interco. Eau, assainissement. Je me suis mal exprimé. C'est les réunions qu'il y a eu avec ce syndicat d'assainissement de Gaillac. Oui. Ouais, quel type de... De toute manière, Gaillac représente la part la petite des syndicats au niveau de cela. Donc c'est tout le côté versant qui est vers le temps, qui est représenté. Et au niveau de, comment dirais-je, des réunions qui ont eu lieu, c'est vrai que nous n'avons pas participé à toutes pour des raisons relativement pratiques. Mais les réunions auxquelles j'ai participé, c'est sûr que il se posait des questions notamment au niveau des investissements. Puisque là, ils avaient donc des investissements qui avaient été réalisés et que pour essayer de les rentabiliser, ils souhaitaient quand même que les communes adhérentes y restent pour pouvoir mutualiser les dépenses et afin de rentabiliser l'investissement. C'était surtout à ce niveau-là.
Christophe peut-être pourrait donner quelques éléments sur ce syndicat, peut-être. Enfin, sur l'utilité, enfin, on ne se pose pas la question parce que c'est un syndicat qui, vous savez, par rapport à toute la réglementation qui est maintenant, par rapport au cours d'eau et tous ces trucs-là, ce syndicat permet d'enlever cette charge à la mairie. Ils font les travaux, ils les budgétisent, enfin ils font des devis, ils font venir, ils travaillent avec l'ONEMA et tout, et donc c'est eux qui s'occupent de faire ces travaux. Par exemple, sur le Viers, ils se sont occupés de tout. Non, mais vous parlez du syndicat de Rivière. Non, les arts et Violac. Les airs, pardon. Les airs. Ils ont fait des investissements sur la... Oui, on est adhérents, et ils font de temps en temps des travaux sur Gaillac, sur toutes les communes adhérentes. Et ça permet d'enlever cette charge à la mairie de Gaillac, voilà. Parce qu'ils s'occupent de monter le dossier, parce que c'est assez compliqué. Ils ont la compétence travaux. Et ils ont la compétence de travaux. Quels travaux ont été faits sur la commune, vous Là, je ne sais pas si ça a commencé, mais normalement sur le pont à côté de chez Dominique, sur le Viers. Parce que le pont où c'est qu'il y a le pôle, là, c'est en train de se creuser, et ils interviendront là-dessus. Voilà. Ils font faire des devis, ils interviennent. C'est eux qui interviennent directement. C'est pas la mairie. Et le mode de participation de la commune, c'est capitaire ou c'est forfaitaire? C'est comment? Et alors là, exactement, je sais rien. On a... Oui, c'est forfaitaire. C'est en fonction de comment dirais-je, des mètres linéaires qui sont, je dirais, ouais. Ça m'a été évoqué au budget. Voilà, je découvre un peu. Bon, après, il n'y a pas mort d'homme non plus de le garder en vie, hein, si vous voulez. Voilà, c'est vraiment pour s'éviter à continuer. Bon, voilà. On vous donne notre et c'était à la demande d'ailleurs. Et c'était à la demande d'ailleurs de plus petites communes qui voulaient le conserver. Donc nous on suit aussi l'idée générale de le conserver. C'est assez étonnant que ce soit, je me fais simplement la remarque, hein, que ce soit un syndicat qui ait la compétence assainissement collectif et qui fasse des travaux comme ça sur les cours d'eau. C'est assez curieux. Parce que c'est vrai que voilà, mais bon. Oui, je pense, ouais. Hein, puisque. Mais bon, je me fais la remarque, c'est assez curieux, quoi. Bien, donc sur le schéma départemental, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, à l'éclairage de la discussion que nous avons eue, donc on votera pour sur... C'est gentil, merci pour ce syndicat. Donc on va rappeler, grosso modo, pour les informations, mais je crois que vous avez eu, peut-être il y a 3 pôles, donc on va clôturer avec ça. Il y en a un qui aura le pôle A autour de Gaillac, donc de 35 communes environ. Le 35 communes, le pôle B aura 25 communes, et le pôle C, le Rabastinois, 6 communes, qui est d'ailleurs la Cora, voilà, qui reste sur le schéma de la Cora. Donc sur ce schéma, est-ce qu'il y a des questions, d'autres, des éclaircissements? Les documents que vous avez reçus étaient relativement... La note de synthèse était relativement complète. Donc, une petite question pardon? Non, ce n'est même pas une question, c'est une remarque. Dans la note qui était jointe, il s'est constitué des groupes de travail dans lesquels les élus sont invités à participer. Quelle est la procédure pour s'inscrire dans ces groupes de travail, s'il vous plaît? Alors pour l'instant, ça reste au niveau des maires. Il y a un comité de pilotage qui a été lancé. Il y a une vingtaine de maires qui se retrouvent aujourd'hui, et puis maintenant il y a les commissions sur les transferts de compétences, puisque tout l'enjeu maintenant va être de bien réfléchir sur les transferts et le coût. Je rappelle qu'il y avait un point de discussion notamment qui était sur le transfert de la compétence école, puisqu'il y avait certains pôles qui ne souhaitaient pas prendre la compétence école, que le préfet a décidé aujourd'hui de transférer les écoles, enfin le cercle scolaire et la voirie complètement, puisque c'est des compétences qui seront transférées automatiquement au 1er janvier 2017.
Donc il y a des groupes de travail qui se mettent en place sur des thématiques, où là, bien sûr, il y a à la fois des élus de chaque commune et des techniciens également, puisque l'objectif est d'avoir une vision la plus précise pour ces transferts de compétences. Et ensuite, il y a 2 bureaux d'études qui ont été choisis pour les accompagner sur la partie financière, la partie stratégie administrative qu'il va falloir mettre en place. Donc c'est un gros travail que nous menons déjà depuis de longs mois, mais qui est mené maintenant avec 2 bureaux d'études pour les accompagner. Donc ça c'est mis en place. Et après, le comité de pilotage qui est en place aujourd'hui, il s'est constitué au début de 5-6, et puis 10, et puis 15, et puis 20. Sont venus les maires qui ont voulu participer, parce que ça c'est contraignant aussi. Hein. C'est des fois, plusieurs fois dans la semaine, où il faut, on a rendez-vous à 8h du matin, et on travaille pour arriver d'ailleurs à cette charte de présentation de Paul. On a écrit, on y a passé des heures et des heures et des heures pour arriver à tomber tout le monde d'accord, puisque je rappelle que cette grande intercommunalité, c'est aussi 63 communes, c'est la plus grosse en superficie, et donc il fallait que tout le monde puisse s'exprimer, y compris les communes, les plus petites communes, les communes rurales notamment, qui avaient leur mot à dire sur leur représentativité et leur existence dans ce grand périmètre. Donc ça a été vraiment cousu, monté aux petits oignons. On est arrivé dans des accords qui ont, et tout ça sans crise, sans rien. On a super bien bossé, je pense que sur le résultat. Maintenant, on est sur effectivement la partie compétences, et on va même examiner le côté agglomération, puisque se pose la question, on pourrait devenir la 3e agglomération du Tarn, et la question va se poser assez rapidement, de manière à pouvoir y passer peut-être au 1er janvier 2017, puisque sinon ça ne demande rien. La note est très claire là-dessus, vous le rappelez, hein, il est bien dit, effectivement, les groupes de travail ouverts aux élus communautaires et municipaux. Donc c'est dans ce sens que je posais la question. C'est sur les thématiques. Voilà, c'est-à-dire que là, ce qui serait souhaitable, c'est que vous nous communiquiez, ou vous nous disiez comment on peut connaître ces groupes de travail, leur mode et voir si on peut tout à fait constructivement s'inscrire dans par rapport à ces groupes, tout simplement. C'est simplement ce que je voulais dire. Mais... Très bien. Mais après, si vous voulez, sur le comité de pilotage, lui par contre, on reste, parce que c'est déjà beaucoup à 20, si vous voulez. Alors tout le monde est représenté. Ceci dit, quand un maire vient, il vient. Je veux dire, c'est pas fermé, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de truc. Mais c'est vrai que comme c'est assez contraignant, voilà. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Merci. Allez, on continue. On attaque notre sujet. Alors, oui, j'ai oublié les comptes rendus de commission, mais on en parlera. Mais on va peut-être en parler tout de suite, peut-être avec un compte rendu, si vous le permettez, de la commission sécurité. Et comme ça, on pourra aborder dans la foulée la 3e délibération concernant la vidéoprotection. Je vais donner la parole à David Amalric. On donne le compte rendu. On rappelle les grandes lignes donc, de ce qui s'est passé dans cette commission. Bonsoir. Donc nous avons fait une réunion attendez, parce que là je me suis mélangé. Le 1er juin. Le 1er juin, attendez. C'est ça le compte. Donne-lui à David. Ouais, non, mais peut-être parce que. D'accord. Ouais, non, mais ça change. Tellement de dossiers. Ah. Oui, j'avais tout préparé. Donc, alors, Monsieur le maire a dressé les grands axes du calendrier relatif à ce projet. Présentation du projet en réunion de travail. En parallèle, demande préalable d'autorisation pour l'installation du dispositif. Demande de financement. Cela fait l'objet d'une délibération qui passera au conseil municipal aujourd'hui. A noter que la demande faite au titre du FPD prend en compte le budget total du projet. Cette année, le budget prévu de l'exercice 2016 est un peu plus important dans la mesure où il faut installer tout le matériel du CSU. Étude faite par la gendarmerie. Une étude a été menée en février 2015 par le référent de sûreté de la gendarmerie concernant le dispositif, le milieu adapté de la commune de Gaillac.
Ce document reprend l'ensemble des entrées et des sorties de ville. En tout, ce sont 16 secteurs qui ont été identifiés et analysés dans cette étude. À ces secteurs s'ajoute une caméra positionnée à la MJC qui remplacera le dispositif intérieur et actuellement inexploitable. Sur quoi s'appuient les préconisations faites dans cette étude? Tout d'abord, il y a eu un cahier de charges où nous souhaitions qu'il soit pris en compte en priorité la protection des monuments, le centre-ville, les quartiers prioritaires, ainsi que les lieux d'affluence. Ont été posées à la hauteur des caméras. C'est une variante sur les installations, mais elles sont à une hauteur maximum de 6 mètres. Il est à noter également par rapport à cette étude qu'une modification de certains emplacements a été décidée en raison de la fibre qui était à certains endroits et non dans d'autres. Cette mesure permet de réaliser une réelle économie. Au total, au début, il y avait 55 caméras qui étaient prévues sur le dispositif initial et qui a été revu à la marge. Un type de dispositif préconisé, la gendarmerie, à la fois des dômes et des caméras de lecture de plaques d'immatriculation pour les entrées et les sorties de ville. L'étude ne donne pas d'éléments financiers. Ce n'est pas le rôle... Je vais préciser, pardon, ce sont des questions qui ont été posées. Donc, quelle est la hauteur des caméras? Combien de caméras au total? Quel type de dispositif? L'étude, ce n'est pas le rôle de la gendarmerie qui a davantage apporté une expertise technique à sa propre connaissance du terrain. L'accompagnement technique AMO. Lors de cette réunion de travail, le cahier des charges élaboré pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage a été présenté. Accompagnement pour le montage administratif, accompagnement pour le montage technique. Le financement du projet. Une demande de financement du projet par le fonds IFIPD sera mise en délibération au conseil municipal ce soir. Le financement maximum de ce plafond est d'environ 40%. Les périmètres du projet. Secteur 1, place de Poule, 4 caméras. Secteur 2, gare SNCF, 5 caméras. Secteur 3, Madeleine, 4 caméras. Secteur 4, place de la Libération, 7 caméras. Secteur 5, place du Griffoul, rue Portal, 5 caméras. Secteur 6, Saint-Michel, 3 caméras. Secteur 7, cinéma et parking, 4 caméras. Lantajou, 3 caméras. Catalanis, 2 caméras. Pique Rouge, 2 caméras. Route de Montauban, 2 caméras. Laborie, 2 caméras. Route d'Albi, 2 caméras. Avenue René Danube, 2 caméras. Pont de Brens, 2 caméras. Secteur 16, piscine d'été, 1 caméra. Cela s'ajoute une caméra à l'MJC, soit au total 51 caméras. Où sera implanté le CSU? Comment serait-il géré? Le CSU sera installé là où se trouvent actuellement les médiateurs qui seront remplacés. Il est indispensable qu'il soit dans un endroit clos, mais il n'y a pas de précaution plus importante à prendre. Quant à l'exploitation de la vidéoprotection, il n'y aura pas d'agent en permanence derrière plusieurs écrans. Il s'agit d'un dispositif qui enregistre et qui permettra, en cas de problème, de consulter les vidéos. Enfin, la nuit, la gendarmerie prendra le relais sur ce dispositif. La durée de conservation des enregistrements est de 15 jours, sachant que la fonction recherche est beaucoup plus rapide que sur les équipements actuels. Sur la programmation des investissements, elle dépendra bien des crédits de paiement, du niveau de subvention notifié, des priorités d'implantation et des contraintes techniques. Quant à la maintenance et l'évaluation relative au dispositif global est de 15 à 20 000 euros par an. Alors, je vais apporter quelques explications supplémentaires. Déjà, donc, je rappelle les faits, il y avait eu un travail qui avait été fait avec les services de gendarmerie et une étude qui a été réalisée. Il y a eu ensuite un bureau d'études qui a été nommé, qui a repris d'ailleurs l'étude de la gendarmerie et qui nous donne aujourd'hui ce dispositif aux environs de 53 caméras, c'est ça ? 51. On est bien sûr dans le
schéma complet du projet, c'est-à-dire 51 caméras si on réalise l'ensemble du projet. C'est-à-dire si on peut aussi considérer qu'il y a tel ou tel quartier demain qui serait finalement pas fait, je veux dire. Hein. On est là sur la présentation d'un dispositif complet. Exhaustif. Aujourd'hui, à la fois validé par un bureau d'études, à la fois validé par les services de gendarmerie. Ça, c'est sur le premier point. Le deuxième point, ce sont des images qui seront effectivement enregistrées. Donc ces images, elles pourront être visionnées par voie juridique, bien évidemment, en cas de problème, mais également, il y aura la possibilité dans ce système, lors d'événements, de grands événements festifs, hein, je veux dire, je pense à la foire du 1er mai, par exemple, ou d'événements plus compliqués, on pourra prendre la main, effectivement, et avoir une vision en direct sur les problématiques ou sur tout simplement un grand événement qu'il faudrait suivre. Voilà. La nuit, bon, on est sur le même principe, enregistrement, et la gendarmerie pourrait prendre la main sur le dispositif s'il y avait un problème particulier, regarder en direct ce qui peut se passer dans la ville à toute heure. Donc on n'a pas opté pour, comme la ville de Castres notamment, avec une sécurité derrière les écrans 24 heures sur 24, on a opté sur un système, je dirais, d'enregistrement, mais avec la possibilité de prendre la main si jamais cela est nécessaire et si jamais il fallait qu'on puisse avoir un suivi sur une grosse manifestation ou une problématique. Voilà, donc ce projet a plusieurs mois maintenant, il a été budgétisé dans le budget, et donc aujourd'hui on en est à proposer la délibération pour demander la demande d'autorisation administrative ainsi que la demande de subvention auprès du FEPD, le Fonds interministériel de prévention et de délinquance. Peut-être maintenant, David, présenter. Alors, on va présenter la délibération et ensuite on ouvrira les questions si vous voulez poser des questions sur ce dossier. Par délibération en date du 8 décembre 2015, le Conseil municipal autorisait le financement d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'étude et le déploiement d'un système de vidéoprotection confié au cabinet Thévenet Consultant. Projet repris et inscrit au budget 2016 au titre des autorisations de programme et de crédit de paiement. Dans le détail, 3 sujets ont été développés en réunion au 1er juin. Travaux préliminaires, études, préconisations de la gendarmerie nationale et notamment de son référent sûreté. Accompagnement, procédure, rapport de présentation et de financement, couverture du territoire, périmètre, fiche caméra, priorité et contraintes techniques. On rappellera également que les objectifs poursuivis sont multiples. Prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux exposés à des risques de trafic, protection des bâtiments, espaces publics et à bord. Sécurisation des manifestations ou rassemblements, constatation des infractions aux règles de la circulation, régulation des flux, secours aux personnes, etc. À ce stade du dossier, il convient donc de formuler d'une part une demande d'autorisation administrative globale d'exploitation du dispositif délivré par la commission départementale de vidéoprotection et d'autre part une demande de subvention au titre de fonds interministériel de la prévention de la délinquance pour l'année 2016. La demande d'autorisation sera faite subdivisée en 16 périmètres, hôtel de ville, gare SNCF et gare routière, rue Madeleine, place de la Libération, rue Portal, place du Griffoul, place Saint-Michel, cinéma, salle de spectacle, Lantajou, Catalanis, Pique Rouge, route de Montauban, Labourie, avenue Rhin et Danube, route d'Albi, pont de Brens, piscine d'été. Quant à la demande de subvention, elle correspondra logiquement au montant de dépenses inscrites au budget, soit 250 000 € TTC, sachant que les taux habituellement constatés sont de 40%. Sur cette première tranche, il convient d'apporter 3 précisions. Tout d'abord, elle comprend invariablement l'implantation du CSU, Centre de visualisation urbaine sécurisé, ainsi que l'acquisition des équipements informatiques dédiés, d'où la valeur inscrite supérieure aux exercices suivants. D'autre part, les périmètres prioritaires devraient être techniquement réalisables à court terme et de façon autonome, tenir compte éventuellement de la programmation des travaux. Ce qui a été vérifié sur l'axe
Gare, Hôtel de Ville, Place de Libération, Griffoul, Saint-Michel. Pour le reste, il sera nécessaire soit de prendre appui sur le silo pour capter les points distants, soit de négocier l'utilisation des réseaux opérateurs. Le Conseil est donc sollicité pour autoriser Monsieur le maire à déposer la dite demande d'autorisation administrative auprès de la commission départementale de vidéoprotection au titre des fonds interministériels de la prévention de la délinquance, sollicité d'une subvention au meilleur taux, soit de 40% pour les dépenses programmées en 2016. Merci David. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Bonello. Effectivement, la commission sécurité s'est réunie le 1er juin. Nous avons eu une présentation du diagnostic gendarmerie, donc obligatoire, et ensuite la présentation du diagnostic du cabinet Thévenet. D'où sont ressorties les préconisations du cabinet que vous avez actées en commission, mais ces préconisations ont été basées sur quels éléments? La question vous a été posée en commission, vous avez effectivement répondu sur les chiffres de la police municipale et de la gendarmerie. Mais quels sont ces chiffres? Sur quelles années ont été faites ces études? Sur une année, sur plusieurs années, sur les 2-3 dernières années? Et je l'ai dit, quels sont ces chiffres? Y a-t-il eu une augmentation, une diminution, une variation des faits délinquants sur ces dernières années, ou tout au moins sur la dernière année? Comment Gaillac, la commune, je parle bien de Gaillac, la commune, non pas la communauté de brigade Gaillac, qui comprend beaucoup plus de communes, est positionnée en termes de délinquance par rapport à d'autres villes comparables? Aucune présentation de statistiques nous permettant d'appuyer notre réflexion sur des faits concrets. Quels sont les moyens de prévention autres que la vidéo à ce jour, qui ont été mis en place depuis 2 ans? Quelles sont les actions de médiation qui ont été réalisées également depuis les 2 dernières années? Autant d'interrogations sans réponse pour en arriver aujourd'hui en conseil municipal, en délibération, une demande de subvention à FIPD pour une première tranche de 250 000 € sur un projet global de 600 000 €, avec, ça a été dit lors du rapport de la commission, pas mal de caméras qui doivent être mises en place pour une somme effectivement de 600 000 €. Pour rappel, Albi, qui est une ville de plus de 50 000 habitants, elle a un budget en ce qui concerne la vidéoprotection de 750 000 €. Gaillac, ville de 15 000 habitants, 600 000 €. Notre groupe votera contre la délibération concernant ce projet, compte tenu du manque d'éléments que j'ai cités auparavant et qui auraient pu nous expliquer la pertinence du projet tel qu'il est présenté aujourd'hui. C'est votre choix, Monsieur Domenech. Après l'analyse de la gendarmerie, on l'a dans le contrat de ville 2015, puisque la gendarmerie s'est exprimée. Elle a dit, si, c'est écrit, elle a bien dit que la délinquance était plutôt en baisse sur le secteur de Gaillac. Elle a précisé que la seule activité qu'ils avaient en hausse, c'était le trafic de stupéfiants, mais pas parce qu'il était en hausse, simplement parce qu'ils avaient des effectifs pour maintenant le travailler. Donc c'est pas pour une hausse, c'est juste que maintenant ils constatent les infractions et ils les traitent. Effectivement, 51 caméras pour une ville comme Gaillac, c'est beaucoup. 300 000 €, parce que pour nous ça va revenir à peu près à 350 000 €, c'est très cher. Les gendarmes relèvent aussi que la majeure partie des infractions physiques, donc des agressions physiques, n'ont pas lieu sur la voie publique, malheureusement. Elles ont lieu dans les familles, dans les ménages, puisque c'est là, ben oui, c'est la réalité malheureusement des faits qu'ils constatent, de l'écrasante majorité. La plupart des pays qui se sont engagés là-dessus, ou des villes, reviennent en arrière, c'est-à-dire qu'on redémonte des caméras. Et quant au taux d'élucidation, c'est-à-dire le grand argument, c'est de nous expliquer que ça sert parce qu'on peut voir les gens et on peut les attraper et puis ensuite les confondre. Dans les affaires judiciaires en France, selon le ministère de l'Intérieur, les caméras de surveillance interviennent à moins de 2% dans les élucidations, parce que tout simplement c'est difficilement exploitable devant un juge. Donc voilà, moi je pense que on constate qu'on a des baisses de dotation de l'État, on constate tout un tas de choses. Je pense que c'est une dépense somptuaire pour la ville de Gaillac. Et en plus, sur le principe, on valide pas le système de vidéosurveillance, on préfère des agents et des gendarmes dans les rues, y compris quand il y a des grandes manifestations. On pense que c'est nettement plus efficace.
Et bien évidemment, comme à chaque fois que le sujet est revenu, que ce soit pour les études, on se positionnera contre. Voilà, on connaissait votre... Merci Monsieur Domenech, on connaissait votre vision sur ce dossier. Je vais rappeler encore une fois que c'est ce que j'ai dit, si vous avez bien entendu tout à l'heure, que les 51 caméras étaient le projet global préconisé par la gendarmerie. La gendarmerie qui d'ailleurs a donné des chiffres de baisse légère en 2015, qui est en hausse en 2000 sur le premier semestre 2016. Donc, mais peu importe, je crois qu'aujourd'hui il y a une véritable sensation d'insécurité dans la commune de Gaillac. Je le vois à travers les courriers que l'on reçoit, à travers les problèmes que nous avons de tags, les problèmes de bagarres, les problèmes de dérapage, je dirais, qui pourrait y avoir d'une ville qui grossit, qui est la 3e ville du département, à l'heure où, encore une fois, toutes les villes du département se sont équipées de cet outil à la fois pour rassurer la population, pour avoir un moyen, un outil, et ne pas rester systématiquement en disant « Ah bon, on peut rien apporter à cette incivilité ». Je pense qu'aujourd'hui, des villes comme Groyer, même plus petites sur notre territoire, je parle des villes comme Briatext, s'équipent de caméras. Peu importe, Albi, Castres, La Bruyère, Mazamet, toutes ces villes ont fait le choix, comme tout un tas de villes, et en accord avec la gendarmerie, de s'équiper de cet outil. Je pense que la population attend aujourd'hui d'avoir un outil pour pouvoir vérifier quand il y a régulièrement des agressions, ou qu'il y a, enfin, quand je dis des agressions sur des bâtiments, hein, on le voit à l'école Saint-Joseph par exemple, on le voit à la fontaine du Griffoul, on le voit au marché couvert où il y a des plaintes en cascade sur des gens, sur des personnes, sur des individus qui ne respectent pas le calme dans le quartier, et on le retrouve comme ça partout. On l'a vu également sur d'autres grands événements. Je pense qu'aujourd'hui la ville de Gaillac ne peut pas faire l'impasse de s'équiper de cet outil de vidéoprotection. En revanche, et je rajouterai moi un élément fort qui était un élément de notre campagne, puisque c'était une promesse aussi de mettre cet outil. La population nous l'avait fortement demandé, nous l'avait fortement recommandé, en disant c'est un outil qu'on attend et qui est en demande depuis de longues années. Nous respectons notre promesse, c'est une promesse de campagne, nous la respectons, avec bien évidemment sans partir dans tous les sens, puisque c'est un projet qui a été mené encore une fois avec les services de gendarmerie, avec un bureau d'études. Nous avons fait une commission, nous avons répondu sur les principales interrogations que vous aviez. On a, je pense, sur ce dossier respecté notre vision aussi, notre vision de cette demande forte de la population. Aujourd'hui, ce projet, on vous l'avait dit, sera fait et sera mené parce que nous le souhaitons et que vraiment il y a une volonté et une forte demande de la population. Il suffit de discuter avec la population aussi qui se dit aujourd'hui, nous ne sommes pas comme dans toutes les villes, hein, comme à Albi, comme à Castres. Il y a besoin d'avoir un outil pour assurer et pour visionner certaines images. Voilà. Qui est contre? Juste une remarque. Oui. Mon propos, si vous l'avez bien écouté, était essentiellement par rapport au questionnement que nous nous posons par rapport au dimensionnement du projet. Et je vous ai répondu aussi. Voilà. Je vous ai dit sur 51 caméras, c'est le projet global qu'il faut déposer pour avoir un programme autorisé, si vous voulez, un programme autorisé pour avoir, parce qu'on ne sait pas, mais ensuite on peut effectivement revoir à la baisse s'il y avait une telle ou telle rue qui nécessite, d'ailleurs quand on part sur un nombre de caméras, la technologie évolue aussi, vous savez très bien qu'il y a des nouveaux principes, etc., etc. Donc on va mettre à jour, mais il faut à un moment donné déposer un dossier, il faut demander les autorisations, il faut déposer des secteurs, les secteurs on ne les a pas choisis, c'est la gendarmerie et le bureau d'études qui avons choisi par rapport aux remontées que nous avions sur le terrain. Donc quand on présente le programme général, il est pour le programme complet. Après, effectivement, il y a des places de la Libération, place du Griffoul, vers le parc, bien évidemment. Il y a des rues principales de Gaillac qui seront vidéoprotégées
d'office et d'autres quartiers qui pourront peut-être d'autres rues, on verra. De toute manière, c'est un projet c'est un programme qui aura lieu sur 3 ans. Donc avec une première partie importante certes, puisqu'il faut équiper le lieu de réception. Voilà. Pour répondre à M. Domenech, je voudrais juste ramener que le but n'est pas d'enlever la police municipale ou de l'affaiblir. Bien évidemment, la police municipale va même se renforcer. Elle va même se renforcer et répondre à d'autres missions qui seront demandées sur le territoire du pôle A dans la grande intercommunalité. Donc je veux dire, on n'est pas en train de dire on met la vidéoprotection pour réduire le personnel du tout. C'est un complément, c'est un outil, c'est aujourd'hui ça conforte sur le projet. Et ensuite sur le questionnement sur le nombre d'incivilités, etc. Il y a un rapport CLSPD qui a eu lieu. Justement, j'allais vous poser la question par rapport au CLSPD, combien de fois s'est-il réuni et pourrions-nous avoir le retour de cette cellule, parce que c'est quand même des chiffres effectivement qui sont importants, mais aujourd'hui nous n'avons aucun élément en ce qui concerne ce CLSPD. Bien sûr, mais le rapport, l'agent qui s'en occupe depuis de très longues années est en maladie actuellement, vous le savez, donc bon, ça ralentit un petit peu mais ce qui l'amène pas, de toute manière, le rapport du CLSPD n'est qu'une image de tout ce qui se passe sur la ville une fois par an, si vous voulez. Donc, non mais l'image 2015, nous l'avons eu. Comment dirais-je, les dépôts de plainte qu'il y a depuis 2016, nous les avons aussi, les chiffres. Ils sont en forte hausse. Donc, bon, mais ce n'est même pas le rapport parce qu'il y a plus de plaintes qu'il faut mettre la vidéoprotection. Je pense qu'aujourd'hui, c'est cette véritable sensation d'avoir un outil pour accompagner la protection des biens et des personnes sur la commune de Gaillac, d'une ville qui grossit naturellement. C'est pas parce qu'il y a eu 10 dépôts de plainte la semaine dernière qu'on a décidé de mettre 10 caméras de plus. Ça n'a absolument rien à voir. C'est une information supplémentaire qui nous dit on en a besoin, mais ce n'est pas l'idée première, c'est aujourd'hui cette véritable sensation d'insécurité qu'il y a sur la commune, et c'est une promesse de campagne de ce qu'on avait dit, cette sensation, on y apportera une réponse avec la vidéoprotection qui nous semblait naturel par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui sur toutes les communes de la taille de Gaillac. Monsieur Soriano. Je voudrais simplement ajouter, pour aller dans le sens de ce qu'est Monsieur le maire, que même si la vidéosurveillance n'était qu'un effet placebo vis-à-vis de la population, vous savez que l'effet placebo guérit. Donc c'est déjà pas mal si les gens se trouvent confortés par l'installation. Donc c'est quelque chose d'important. Voilà, le placebo coûte cher. Hein. Un placebo à 600 000 €. Pas pour ceux qui se sentent guéris. Pas pour ceux qui se sentent guéris. Vous savez, un rond-point à 300 000 € ou 300-400 000 €, c'est le prix de rond-point, coûte cher aussi. Et pourtant des ronds-points, Dieu sait s'il y en a eu qui étaient faits à profusion. Mais bon, ce qui sera intéressant, c'est que en fonction du moment où seront placés, effectivement, où sera placé ce système, on ait un bilan et vraiment un retour des faits avant et après, pour connaître effectivement le bénéfice de cet investissement. Bien sûr. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Projet adopté donc pour lancer ce projet de vidéoprotection. On va passer à la commission du CCS. Allez, une fois n'est pas coutume, on t'a pas donné la parole au début, on te l'a donné au milieu. Compte rendu du conseil d'administration du CCS du 27 avril 2016. Bonsoir. Donc, après la validation des comptes rendus du 30 mars et du 6 avril 2016, voté à l'unité délibération, modification d'emploi permanent CCS de Gaillac. Suite à une erreur de rédaction, le président présente un nouveau tableau des effectifs du CCS et SAD. Cette délibération annule et remplace la délibération numéro 016-006.
Les aides financières, 6 demandes ont été étudiées. 5 secours ont été accordés pour un montant de 640 € et 450 € de tickets eau. Une demande a été ajournée. Depuis le début de l'année 2016, les aides attribuées s'élèvent à 2230,68 € en secours d'hiver et 2190 € en tickets eau. Il reste 2810 € de tickets eau. Question diverse, Madame Montaille fait état du travail réalisé autour des impayés et propose de demander au percepteur l'émission en non-valeur des impayés pour 2 personnes décédées pour un montant de 9 929,44 € ainsi que toutes les sommes de 0,01 centime d'euro à 10 € qui polluent les documents de travail pour une somme de 49,94 €. Monsieur le vice-président souhaite commenter la tribune libre du groupe Avec vous pour Gaillac de la revue Gaillac et vous en contestant l'affirmation selon laquelle la subvention du CCS baisse au profit d'investissements dispensieux. Si la subvention du CCS a baissé, c'est qu'un agent administratif a été affecté ailleurs, mais a été remplacé en partie par le recours en argent comptable du centre de gestion. Dans tous les cas, cela ne remet pas en cause le service d'aide à domicile et sa qualité. Avec ces mesures, l'exercice 2015 du SAD est à l'équilibre, ce qui nous permet de solliciter à nouveau l'ARS pour tenter d'apurer le déficit du SAD. Voilà ce qu'il y en est pour ce conseil d'administration. Merci Christian. Merci. Et je vais donner la parole à Pierre. Et nous partons vers les finances. Pour les finances de ce conseil. Décision du maire. Par décision du 13 mai 2016, il a été conclu un prêt auprès du Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées selon les modalités suivantes. Montant 1 million d'euros. Durée de l'amortissement 15 ans. Taux 1,32 fixe. Périodicité annuelle, échéance constante. Commission d'engagement 2000. Je tiens à préciser que 5 banques nous avaient proposé leur service et qu'après négociation et discussion, nous avons retenu bien sûr la meilleure offre, à savoir celle du Crédit Agricole. Deuxièmement, demande de versement du fonds de concours spécifique auprès de la communauté de communes Tarn et Dadoux. Il est rappelé à l'Assemblée que depuis 4 ans, la communauté des communes Tarn et Dadoux a mis en place des dispositifs de soutien aux communes supportant des charges de centralité qui profitent à tout le territoire dans 2 domaines. Les charges de fonctionnement des centres de loisirs, les charges de fonctionnement liées au gymnase utilisé par les collégiens pour la pratique sportive. Par ailleurs, dans le cadre du financement du service urbanisme mutualisé et de la mise en place d'un taux de foncier bâti intercommunal, un fonds de concours spécifique a été prévu pour permettre à la commune de baisser son propre taux à 2 concurrences. Le montant des sommes attribuées à la commune pour l'année 2016 se répartit de la manière suivante. ALSH communaux 6 482, gymnase 55 292, financement SUM 63 345, soit un total de 125 119 €. Il est proposé au conseil municipal de solliciter le versement des fonds de concours spécifiques de Tarn et Dadoux répartis de la manière suivante. Fonctionnement pour les dépenses d'éclairage public et fluide 85 119 €. Investissement pour les travaux d'aménagement du premier étage du bâtiment situé 80 place d'Haute-Poule 40 000 €. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Troisièmement, versement des subventions. Il est proposé au conseil municipal de verser le versement des subventions exceptionnelles suivantes. Association Jourdan entre ciel et terre 500 €. Association des municipaux actifs de Gaillac 1 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Oui. Quatrièmement, tarif séjour d'été. Comme chaque année, l'accueil de loisirs propose des séjours pour toutes les tranches d'âge sur les vacances d'été. Monsieur le maire propose d'asseoir la participation des familles comme suit. Vous avez donc pour chaque sortie les tableaux nature et équitation à Romégoux, nature et cirque Saint-Cerne-Assurance, séjour itinérant Coteau-Gaillac et séjour à la mer à Lecate. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Tarif des ALAE municipaux, année scolaire 2016-2017. Là également, vous avez tous les tableaux qui vous ont été communiqués. Il est précisé que si l'enfant fréquente l'ALAE du matin et ou de l'après-midi de 1 à 5 fois dans le trimestre, le forfait de la séance présence ponctuelle sera appliqué.
Il est proposé à l'Assemblée de valider les tarifs des salariés municipaux tels que détaillés ci-dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Demande de subvention pour les réserves du musée de Gaillac. Il est rappelé à l'Assemblée que par délibération du 28 janvier 2016, une demande de subvention a été faite auprès de l'État, de la région et du département pour la création des réserves des musées de Gaillac. Il s'agit d'un projet structurant qui s'inscrit dans la démarche territoriale portée par le syndicat mixte du PETR, Vignoble Gaillacois, Bastide et Val d'Adou, et qui est rattaché à l'axe 4 du contrat unique, fiche mesure numéro 10. Ce projet est présenté pour son inscription dans le contrat unique au titre de l'année 2016. Le montant de l'opération d'aménagement est estimé à 890 238,31 € hors taxe au stade AVP par le cabinet Triade, mandataire de l'équipe de maîtrise d'œuvre retenue pour la réalisation de ce projet. Une modification du plan de financement est proposée. En effet, cette opération rentre dans le critère d'éligibilité du dispositif de l'État, le Fonds de soutien d'investissement public local. D'autre part, pour être éligible au financement de la région, le projet doit faire l'objet d'un cofinancement intercommunal. Pour la réalisation de cette opération, il est donc proposé au conseil municipal de solliciter, en plus de la DRAC, du conseil régional, du conseil départemental, un soutien financier de l'État et de la communauté de communes Tarn et d'Adou sous forme de fonds de concours. Le plan de financement s'établit comme suit. Vous avez donc d'un côté les dépenses qui s'élèvent à 890 238,31 € hors taxes et les recettes, dont les subventions DRAC 20%, l'État 15%, conseil régional 15%, comité départemental 15%, communauté des communes 15%. Autofinancement à la charge de la commune 20%. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la demande de soutien financier de la DRAC, de l'État, du conseil régional, du conseil départemental et de la communauté de communes de Tarn et d'Adou, d'approuver le plan de financement tel qu'il est ci-dessus et de donner pouvoir à M. le maire de signer toutes les pièces nécessaires à la bonne mise en place des présentes. Y a-t-il des questions? Oui, juste une observation. Il est indéniable que nous avons besoin à l'échelle de la ville de réserves de musées. Par contre, le montant de cette opération nous semble bien trop cher. Plus d'1 million d'euros pour des réserves de musées à Gaillac, c'est l'équivalent de plus de 7 ou 8 maisons d'habitation. Nous trouvons ce projet bien trop cher sur la globalité du budget. Donc nous voterons contre. Si je puis me permettre, je vous rappelle que c'est vous qui avez initié ce projet déjà en achetant le chef Izuc, que c'est vous qui avez lancé l'étude avec le cabinet Charby, que nous avons continué le projet et que ce projet a toujours été évalué à quelques milliers de francs près à la somme que vous avez là. Si, ça je regrette beaucoup. Montrez-moi le contraire. Montrez-moi le contraire. Ça a toujours été évalué. Il était évalué à 700 000 €. Avec l'équipement. Ah, il y avait deux équipements. Il y avait 700 000 € pour la réserve de musée et la salle de recueillement. Oui, d'accord. Alors mettons 700 000 €. On est à 870 900 000, d'accord? Oui, il y avait deux équipements. Enfin, moi je vais vous répondre. Quand vous avez acheté le chai, vous n'avez pas posé la question de savoir s'il était vraiment adapté à la fonction que vous aviez dévolue. Or, non, pas du tout, parce que tous les cabinets qui sont passés après ont montré qu'il fallait faire des renforcements que vous n'aviez pas imaginés au départ. Je suis désolé, mais c'est vous qui n'avez pas imaginé au départ. Et par conséquent, étant donné que l'achat avait été fait, bon, on n'a pas voulu partir sur un autre projet. À partir du moment où vous aviez déjà acheté le chai, vous aviez lancé les études. C'était complètement irrationnel et ça coûtait bien plus cher. Donc ne dites pas que c'est cher, c'est exactement ce qu'on peut faire de mieux dans l'état actuel des choses avec le bâtiment que vous avez acheté. Oui, final. Vous avez dit en commission, je m'excuse, mais je me souviens que vous avez dit en commission que vous aviez été amené effectivement à faire ces renforcements parce que vous souhaitiez y rentrer beaucoup plus d'heures, parce que vous souhaitiez y rentrer plus d'heures, notamment vous avez parlé de réserves qui serviraient aussi pour d'autres musées que ceux de la ville de Gaillac. Vous nous avez dit aussi que vous aviez souhaité mettre des équipements différents. C'est vrai que le projet initial portait surtout sur une mise à l'abri. Et je pense que ça, on est tout à fait d'accord, c'était une nécessité de créer des réserves de manière à pouvoir préserver les œuvres. Vous avez fait un projet plus important et vous avez été amené à le suréquiper
anticipé, notamment par rapport à ces problèmes de sol, etc., parce que vous y avez mis des équipements supplémentaires. Donc je crois qu'il faut... Oui, alors, on n'est pas là pour rentrer dans le technique, mais non, je crois que... C'est gentil de me tendre la perche, car comme vous venez de le remarquer, les exigences de la région sont devenues plus importantes. Il faut absolument que le projet soit un projet qui a un sens intercommunal, donc qui éventuellement puisse accueillir d'autres collections. Moralité, c'est 15% de plus. Et si nous obtenons les subventions que vous voyez, donc c'est un projet qui serait subventionné à 80% grâce à la participation de Tarn et d'Anou et grâce à la nouvelle participation de ce fonds de soutien. Donc, moralité, ça coûtera moins cher que ce que vous disiez. Vous savez très bien que notre point d'achoppement, c'est qu'au départ, nous avions sur ce projet 2 projets, en fait, oui, avec une salle de recueillement à laquelle nous tenions. Oui. Et là, aujourd'hui, cette salle de recueillement n'existera pas là, et pour l'instant, n'existera pas ailleurs, puisque elle n'est pas à l'ordre du jour, c'est ce que vous nous avez dit également. Tout à fait. Mais pour l'instant, on a trouvé une solution pour les personnes donc, qui seraient vraiment ennuyées. Je vous rappelle que l'église, c'est un bâtiment municipal, que le clergé a accepté de mettre à disposition des familles l'église, si elles souhaitaient, au cas où il y aurait des intempéries, de rentrer dans l'église. Et je pense qu'on peut rentrer dans une église sans vraiment penser que c'est un bâtiment uniquement catholique. Si on a l'esprit assez large, je crois qu'on peut l'imaginer. C'est pas un problème de largesse d'esprit, c'est un problème de loi 1905. Mais la loi 1905 vous permet de rentrer justement dans l'église, même si vous n'êtes pas croyant, non? Mais là, vous avez une solution toute prête qui ne coûte rien du tout. Pourquoi vous ne la voulez pas? Elle ne vous coûte rien. C'est scandaleux, c'est pas nous. Comment ça, c'est scandaleux? Je crois qu'aujourd'hui, au regard de la laïcité, c'est scandaleux de proposer à des personnes qui peuvent être non-croyants, qui peuvent être agnostiques ou autres, de leur proposer de faire leurs obsèques dans un lieu qui est dédié aujourd'hui, qui sont des lieux cultuels. Oui, mais qui est largement ouvert. Je pense qu'on est en 2016. Je pense qu'en 2016, il faut largement dépasser cela et qu'on peut rentrer dans une église par curiosité. Si il pleut, on peut rentrer dans une église sans croire. Non, moi je pense qu'il faut avoir l'esprit beaucoup plus large et vous ne l'avez pas, je suis désolé. On n'utiliserait pas le cœur, hein. Les personnes seraient uniquement dans l'allée. Oui. Et ça fait une solidarité, moi je trouve, entre croyants et non-croyants qui est tout à fait... Je veux dire que les choses ont bien évolué depuis 1905. On est en 2016. Hein. Le clergé bon, enfin, si je peux reprendre la parole, tout venir, on ne fera pas changer d'avis. Une fois c'est le prix, une fois c'est le projet, une fois c'est la couleur du ciel. Donc je veux dire, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, non mais vous êtes parti sur le prix. Et puis vous êtes parti ensuite sur le projet, et vous êtes parti ensuite sur le... Bon. Oui. Donc nous passons au vote. Oui, si vous permettez. Maintenant que toutes les questions ont été posées. Qui est contre, pardon? Qui s'abstient? Merci. Septièmement, travaux de modernisation et d'aménagement de la salle des spectacles, demande de financement l'IEDER 2014-2020. Pour répondre aux exigences de la programmation culturelle, espace scénique, jauge matériel, aux attentes des publics, des menus travaux de modernisation ainsi que l'acquisition de matériel, son et lumière sont nécessaires pour accueillir et diffuser certaines formes artistiques et donc valoriser le spectacle vivant. Cette opération se réalisera au cours du second semestre 2016. Une programmation culturelle, c'est aussi identifier un lieu pour les publics et donc les fidéliser dans le temps. Objectifs généraux. Afficher, véhiculer, diffuser une programmation culturelle dans un équipement qui lui est dédié. Remettre au goût du jour la salle des spectacles vieillissante. Lutter contre les bâtiments insalubres et préserver le patrimoine bâti. Répondre aux attentes des Gaillacois, des publics initiés et des associations culturelles. Valoriser l'attractivité culturelle de la ville et faciliter sa lecture. Et vous avez également le plan de financement des dépenses et les ressources. Donc au niveau des ressources, vous avez 48% de fonds FEDER, LIDER, DETR 16-15% et autofinancement de la commune qui est 35-85%, ça, soit environ 34 000 €. Soit un total de dépenses de 94 846 €. Il est proposé à l'Assemblée de valider le projet, le plan de financement et le calendrier de l'opération présenté ci-dessus.
demander à bénéficier des aides au titre des programmes LEADER 2014-2020 et autoriser M. le maire à signer tout acte nécessaire à la réalisation de ce projet. Est-il des questions? Oui, s'il vous plaît. Juste un peu une observation sur le principe d'améliorer les installations, on n'est pas contre. Simplement, moi j'avais un peu une question sur les financements. Donc au mois de janvier, vous nous avez fait prendre une délibération pour demander de la DETR sur un programme qui était calibré à 64 000 euros. Au budget 2016, ça a été inscrit dans une opération pour 67 000 euros et aujourd'hui on est à 94 000 euros. Plus on y va, et plus ça augmente. Voilà, je pose la question. Vous savez, c'est un peu comme les problématiques d'amiante. Hein. Quand on arrive avec on fait un devis, on demande aux entreprises, on croit que ça va coûter 30 000 euros, 40 000 euros, et puis bouf, plaf, ça coûte 90 000 euros. Vous voyez. Oui, donc on a un projet, il vit, Madame Cosse, il vit, on l'améliore, on essaye de faire un projet le plus cohérent, le plus croyez-moi, on ne dépasse pas l'argent. Je pense que la salle des spectacles aujourd'hui, c'est un véritable projet. Je pense qu'elle est un peu paniscotée. Non, mais on n'est pas contre sur l'amélioration on n'est pas contre. Hein. Ouais. Donc, mais on essaie simplement de comprendre et puis simplement vous dites oui, vous avez tout à fait raison, hein, un projet ça doit vivre, mais voilà. Ce qui fait vivre un projet c'est les commissions qui travaillent dessus. Voilà, moi je pose la question parce que on sait mais on ne sait pas pourquoi. Donc, la commission de travaux, à ma connaissance, n'a pas étudié sur le détail. Ça fait, on en a parlé en commission des finances, vous vous rappelez, vous étiez là et vous aviez posé les mêmes questions. Et on avait apporté les réponses que je vais vous donner. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien le projet... 67, il y a 30 000 euros de plus. Quoi. Oui, non, mais... Voilà. Et comme dit le maire, malheureusement, quand les devis arrivent, bien, il nous dit on s'est trompé, c'est un peu plus, il faudrait faire ça parce que si on ne le fait pas, ça ne va pas marcher. Tout le monde, même chez soi, c'est pareil, hein, on fait des travaux... Là, soyons pratiques, qu'est-ce qu'il y a en plus? Alors, non, mais je vais vous expliquer. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas le projet, c'est un plan pluriannuel de remettre un peu en état la salle de spectacle qui a beaucoup vieilli. Alors, cette première phase, et pour cette année, il s'agit de remettre en état le balcon. Hein, essentiellement le balcon, ça porte sur le balcon. Ce balcon qui pourrait être utilisé dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut tourner les gradins. Et ça c'est possible, les services se sont penchés. Donc ça permet d'avoir une salle d'une jauge à peu près de 200 places, ce que nous n'avons pas à Gaillac, puisque vous savez comme moi que la salle d'Onv7 est réduite à 140 places. Donc ça permettrait de libérer un peu la salle d'Onv7 qui est surutilisée et surtout d'avoir ces 200 places, en particulier pour les spectacles d'enfants, puisqu'il est prévu un tapis pour les faire asseoir, etc. Donc c'est surtout l'aménagement de cet espace qui est prévu dans le budget. Donc si vous lisez le détail, matériel de lumière, etc., l'aménagement des loges, c'est dans le petit coin qui est, si vous voulez, dans les angles là. Hein. Donc tout cet espace serait aménagé, mais en même temps c'est utilisable dans l'autre sens, dans le sens actuel, si par chance on a 1200 personnes un jour pour un grand spectacle. Donc on pourra l'utiliser. Et c'est une manière d'arriver à moindre coût, avoir des espaces où on peut avoir du spectacle vivant, parce que pour le moment, on est condamné vraiment à peu de choses. On n'a que d'Onv7. Alors quand vous commencez à mettre les installations de la scène... Alain, et en plus d'Onv7, où il n'y a pas de scène. Oui, une mini-scène. Une mini-scène. Une mini-scène. Les 30 000 euros de différentiel sont liés à ces gradins, c'est ça que vous voulez dire à l'aménagement? Voilà, c'est tout cet espace-là, si vous voulez. Donc cette année, les services ont étudié le projet pour le haut, uniquement le haut. Ce qui fait que, voilà. Donc vous avez rajouté ces 30 000 euros à ces gradins à ce qui était déjà prévu au budget, c'est ça? Je pense que dans le détail, il faut le regarder, mais oui. Les 45 226, il n'y avait pas le leader dans la présentation initiale du budget. Le leader vient se rajouter. Donc ça, compris que voilà. On a déjà demandé la DETR et que là on demande le leader. Oui, le leader, oui, voilà. Puisque c'est tout à fait éligible hein, dans le leader. Oui, ça vous souhaitez. Oui. Le projet a gagné. Il a gagné en qualité, il a gagné... Il faut finir, quoi. Voilà, si on fait la petite salle en haut, il faut qu'elle soit opérationnelle. On ne peut pas la laisser en chemin. Voilà, ma question était simplement de savoir comment... Voilà, ça permet, si vous voulez, d'aménager le haut et de le rendre opérationnel. Voilà. Et ce sera un beau projet. Ce que vous spécifiez, c'est-à-dire les loges, vous avez bien dit que c'est en haut. Vous ne touchez... le petit coin, là, oui. Mais vous ne touchez pas aux loges qui sont actuelles. Cette année, on ne touche pas à la grande salle. Qui sont à refaire aussi. Ah oui, ça c'est la cata. Mais bon, ce sera une autre fois. Qui est contre?
Qui s'abstient? Merci. 8e amendement. Travaux de rénovation du marché couvert. Demande de financement leader 2014-2020. Afin d'améliorer les conditions d'accueil au sein du marché couvert, une rénovation va être réalisée dans le courant du deuxième semestre 2016, comprenant le changement des menuiseries d'accès, la remise en peinture de l'ensemble de la structure métallique du bâtiment, y compris la structure de la verrière, la reprise de la zinguerie, l'entretien de la charpente de la halle couverte située juste devant le marché, le remplacement de certaines des lames d'aluminium brise-soleil. Le montant de l'opération estimé est de 54 988,34 € hors taxe. Vous avez ci-dessous le montant et des dépenses et des ressources avec Europe FIDER Leader 48% du montant de la ressource, soit 26 394 € et autofinancement de la commune 28 593 €. Total de l'investissement 54 988 €. Il est proposé à l'Assemblée de valider le projet, le plan de financement et le calendrier de l'opération présenté ci-dessus, demander à bénéficier des aides au titre du programme Leader 2014-2020 et autoriser M. le maire à signer tout acte nécessaire à la réalisation de ce projet. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Pierre. On va passer aux questions d'urbanisme avec Dominique Hérissou concernant l'avis sur le projet arrêté du programme local de l'habitat intercommunal pour la période 2016-2021. Donc Tarn et Dadoux, par sa délibération du 28 janvier 2014, a lancé l'élaboration de son deuxième PLH. Donc ce deuxième PLH a été établi dans le cadre d'un travail commun durant la phase de diagnostic. Durant l'élaboration du programme d'action, des groupes de travail ont été mis en place auxquels nous avons participé. Les communes ont été associées à chaque étape et chacun a pu s'exprimer pour donner ses priorités. Donc, le conseil communautaire du 7 avril 2016 a délibéré pour arrêter le projet du PLH. La commune dispose donc d'un délai de 2 mois pour délibérer sur le document, ce que nous faisons ce soir. Ce projet de PLH arrêté comprend un diagnostic, un document d'orientation, un programme d'action, un dossier complet spécifique à chaque commune. Donc nous avons défini les enjeux prioritaires d'intervention et ensuite nous avons donc développé le projet de développement et d'accueil. Donc une croissance de la population de près de 1,38% par an, un objectif de production de près de 2500 logements sur la durée du PLH, la diversification de la production avec un objectif de près de 30% de l'offre globale en logements sociaux, de locatifs sociaux et la maîtrise de la consommation foncière. Donc 4 orientations opérationnelles ont été retenues. Développer des logements neufs diversifiés, valoriser les parcs anciens, accompagner les ménages dans la diversité de leur parcours résidentiel, réaffirmer un pilotage intercommunal pour le suivi des dossiers. Donc, le conseil municipal est invité donc à délibérer ce soir pour formuler un avis sur le projet de PLH. Donc nous souhaitons faire l'observation suivante. La commune a engagé une étude de faisabilité pour la création des logements d'accueil temporaire afin de répondre aux situations d'urgence. Donc ce projet avait été développé lors du PLH, mais il n'avait pas été plus avancé que ça. Donc c'est pour ça que nous faisons cette remarque ce soir. Donc il nous apparaît opportun de lancer une réflexion à l'échelon intercommunal sur la problématique spécifique du logement d'urgence. Voilà, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, acquisition, cession, consort Pointer. La mairie a procédé à la mise en vente des lots de copropriété dans les délibérations en date du 9 juillet 2015 et du 3 novembre 2015 sur un immeuble situé rue Côte du Tarn et cadastré section BS numéro 819-821. Donc, afin de pouvoir régulariser la vente, la commune doit procéder aux opérations suivantes. Acquérir auprès de Madame Pointer Noël les droits de moitié sur la parcelle située à Gaillac et cadastrée BS numéro 1222 et 1226 au prix d'1 € symbolique. Il faut rajouter les parcelles 1223, 1224 et 1225. Donc, acquérir auprès des consorts Pointer une parcelle 6 à Gaillac cadastrée section BS numéro 1220 au prix d'1 € symbolique et rétrocéder au consort Pointer une parcelle 6 à Gaillac cadastrée section BS numéro 1218 au prix de 4 500 €.
Donc sont assorties de ces mutations les conditions suivantes. Consentir une servitude de passage sur les parcelles issues des parcelles BS numéro 818 et 122. Que ces servitudes de passage devront être constatées dans l'acte de rétrocession par la commune de Gaillac au profit des consoeurs Pointer de la parcelle BS numéro 1218. Donc, il convient de compléter le protocole d'accord avec les éléments suivants. La cession par Madame Noël Pointer de ses droits indivises portant sur les parcelles BS 1222 et 1223 et par l'indivision Pointer de la parcelle BS 1220. Que la cession de toutes les parcelles par les consoeurs Pointer aura lieu au prix convenu ci-dessus, à charge par la commune de réaliser les aménagements subvisés. Le maire précise à l'Assemblée que le service des domaines a estimé donc l'avis des valeurs pour la parcelle en herbe de 90 mètres carrés à prendre sur la parcelle BS 818 est estimé à 3 600 € et l'avis des domaines donc pour l'autre partie est estimé à 800 €. Voilà, donc la commune prendra en charge les frais notariés ainsi que les frais afférents à cette acquisition. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Dominique Rissou pour ces questions d'urbanisme. Est-ce qu'il y a d'autres questions particulières? Oui. Est-ce que je suis autorisé à faire juste une petite communication? Alors, il s'agit de la souscription pour l'abbatiale Saint-Michel. Je voudrais que tout le monde sache que la chorale L'Autan s'est proposée de faire un petit concert, c'était samedi dernier, au profit de l'abbatiale, que ce concert a rapporté 1 000 €. Alors, nous avons été très sensibles, le maire et tous les élus qui en ont eu connaissance, de ce geste d'une association qui, d'elle-même, a proposé de participer par ce geste. Et je crois que c'est un exemple. Je rappelle que la souscription est ouverte et que pendant encore plusieurs années, on peut participer à la rénovation de ce bâtiment monument historique emblématique de Gaillac. Merci, monsieur le maire. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit.